Un sesquiplan, c'est quoi? C'est un biplan dont l'aile inférieure est beaucoup plus petite que l'aile du dessus. Eh oui. Alors, dérivé du Nieuport 10, mais en plus petit, d'où son nom de bébé Nieuport. Le Nieuport 11 était appelé le bébé Nieuport. Un avion sur lequel les plus grandes as se sont illustrées. Et une machine, eh bien, qui va être mise en service à raison de 90 exemplaires en 1916. Je vous disais, c'était quasiment l'un des avions de combat standard et de ce qu'on n'appelait pas encore véritablement la chasse à cette époque au cours du premier conflit mondial. Il va gagner le pas sur les Fokker en 1916 lors d'une certaine bataille de Verdun notamment. Regardez ça! Extraordinaire. Eh bien, il va à ce point être efficace qu'il va obliger les Allemands et les Austro-Hongrois à changer leur tactique de vol. Alors, il était performant, mais comme la plupart de ces avions de cette époque, quel que soit le camp auquel ils appartenaient, nous étions prémices de l'aviation, eh bien, ils étaient fragiles, délicats, ils ne duraient pas longtemps. Au bout d'un an et demi, on passait sur un autre avion parce qu'ils montraient leurs défauts, leurs faiblesses, ils cassaient en vol, les moteurs lâchaient, etc. Et c'est avec ça qu'on a fait la Première Guerre mondiale. Certains vont être équipés de ce qu'on appelle des fusées Le Prieur, des fusées qui étaient tirées contre les ballons fixes qui servaient pour l'observation d'artillerie. Il va être utilisé par tout le monde, bien sûr en France, mais également et en Angleterre, avec le Royal Navy Air Service, la Belgique, l'Italie, la Russie vont l'utiliser plus tard. Il sera remplacé par des versions 16 et 17 et ensuite est utilisé comme avion d'entraînement. Mais quand je vous parlais du Mirage 2000 de l'époque, eh bien c'est ça. À l'époque, l'aviation de combat, c'était notamment le Nieuport 11. Alors bien sûr, il y en a d'autres, hein, les Henriot, les SPA 17 et 13, mais le Nieuport 11 ou le Nieuport 17, oh là là, regardez ça. On joue avec les gaz, on a une énorme hélice qui tourne très lentement car il y a un réducteur derrière le moteur et ça donne ce genre de choses. Il restera l'atterrissage toujours, pas dire un coup de poker, mais quelque chose de délicat. À l'époque, on se posait dans des champs, pas sur des pistons durs. Et donc, je vous le disais hier, en se posant dans de l'herbe, eh bien, une roue en 8, et puis on a cru que c'était terminé. Et non, spectacle oblige, public oblige, le voilà. Atterrissage dans quelques secondes, regarde. Quelques instants encore, profitez-en jusqu'au bout et ensuite repli stratégique du côté du bar, message personnel au bar, faites sortir les pompes, sortez les casiers parce que ça va fumer. Voilà. Et donc, quelques instants encore, on regarde, attention, le vent s'est mis plein travers, donc ça va être particulièrement délicat pour l'atterrissage. Mais regardez ça, c'est maîtrisé, on se promène, on se balade. Il n'a l'air de rien comme ça. Pour tout vous dire, il y a, je sais plus, moi, 2-3 ans, on commentait cet avion à Gétigné, près de Nantes. Et là, il y a une botte de foin qui a eu la malencontreuse idée de se trouver sur sa trajectoire lors d'un passage un peu bas. Bon, ben c'est la botte de paille qui a gagné. Ça fait un sale bruit, ça a été très spectaculaire. Et quelques mois après, l'avion revolait. Or, croyez-moi, quand 80 kilos rencontrent une botte de paille, c'est pas les 80 kilos de l'avion qui gagnent. Ça a fait un sale effet, mais là, regardez, c'est reparti, ça a été réparé, atterrissage annoncé. Ok, atterrissage annoncé, attention, vent plein travers. Là, on ne sourit plus, enfin j'espère que si, mais là, il faut ramener l'avion le plus possible au vent. Mais pas de trop, car vous êtes là et nous aussi. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu y es, Pascal, tu y es. Il va le poser. En travers, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est superbe. Applaudissements. Il l'a fait excellent.